Amis téléspectateurs et surtout vous fans inconditionnels de l'émission Espace Éducatif, je vous dis bonsoir. Oui, comme vous le savez déjà, c'est toujours avec grand plaisir que nous rentrons chez vous en vue de vous présenter votre émission que vous aimez tant, Espace Éducatif. L'émission patronnée par la HTI, Haïti Technique Informatisée, qui se trouve à Delma 75, numéro 9, Bourville-Join. Il y a des options en hôtellerie et tourisme, assistance administrative, secrétariat des ONG, réceptionniste, technique bancaire, sciences comptables, sciences administratives et comptabilité informatisée. Et les numéros de contact, c'est bien 22 30 43 67 si vous aimeriez réserver votre place à la HTI. Eh bien, on a pour vous aujourd'hui une très belle émission. On a comme formatrice Madame Caroline Jacques. Et ensuite, on va avoir notre chanteuse, c'est bien la Miss Valentine 2016 de la HTI, Priscor Chama. Et on va avoir notre danseuse, on va avoir nos étudiants en hôtellerie et tourisme. Donc, je vais vous laisser le soin d'admirer, d'apprécier, chers téléspectateurs, cette belle émission. Mais avant tout, nous allons prendre notre petite pause d'habituel. À tout à l'heure. Téléspectateurs, téléspectatrices, je vous salue. Je suis Widin Darius, étudiante en deuxième année secrétariat à la HTI. C'est avec plaisir que nous rentrons chez vous avec l'émission Espace Éducatif que vous avez l'habitude de suivre. Aujourd'hui, nous allons avoir la formation avec Madame Caroline Jacques de l'administration fiscale. J'espère que vous allez aimer. Déjà, je vous souhaite bonne audition. Bien, bonsoir mes chers étudiants, vous allez bien? Bonsoir Madame Caroline. Vous êtes sûr que vous allez bien? Oui. Super. Comme il était convenu, aujourd'hui nous allons aborder le thème de l'administration fiscale. D'accord? D'accord. Bon, je peux dire que la fiscalité en tant que telle est une structure organique quelque peu sclérosée. J'ai dit bien quelque peu sclérosée. Ainsi donc, je m'excuse, les missions et attributions fiscales se répartissent comme suit. Premièrement, la fonction de liquidation. D'accord? Deuxièmement, il y a la fonction de perception. Et de recouvrement. Troisièmement, il y a la fonction d'assiette. Je vais les définir pour vous tout de suite. Ok, nous avons la fonction d'assiette consiste à identifier la matière imposable. D'ailleurs, elle se définit comme étant un ensemble d'opérations souvent fort complexes, à en déterminer la consistance en quantité ou en valeur. Vous prenez note? En quantité ou en valeur. Ça, c'est très important. Deuxièmement, nous avons la fonction de liquidation. La fonction de liquidation consiste à appliquer le barème d'imposition à l'assiette pour en déterminer la qualité et fixer définitivement le montant de la dette du contribuable. Pour en finir, nous avons la fonction de perception. La fonction de perception ou de recouvrement a pour rôle de liquider la dette du contribuable envers le fisc. Toutefois, avant de rentrer dans le vif du sujet, je suppose qu'il y a certains d'entre vous qui voudraient bien poser quelques questions. Je suis à votre disposition. Vous n'avez pas de questions, on dirait non? Je vous écoute, allez-y. Bonsoir. Je suis Natacha Henry, étudiante en assistance administrative en deuxième année à la HTI.
Pour avoir une entreprise, quelle pièce il faut avoir? Pour avoir une entreprise, il faut d'abord avoir un certificat de patente. C'est très très important. Je vous en prie, madame. Mademoiselle, excusez-moi. Bonsoir. Je suis Desobrina, étudiante en deuxième année de comptabilité à l'HTI. Voici ma question. Comment procéder pour avoir une patente? Ah, ok, ça c'est une question extraordinaire. Vous êtes mademoiselle et des hommes en dessous. Pour avoir une patente, il vous faut premièrement une déclaration définitive. Deuxièmement, il faut avoir une raison sociale. Troisièmement, il faut avoir l'adresse de l'entreprise ainsi qu'une pièce d'identification. Cette question, vraiment, elle est extraordinaire. Vous n'aimeriez pas poser d'autres questions? Ici, vous êtes chez vous. D'ailleurs, personne ne détient la totalité du savoir. Donc, vous êtes libre de poser la question aussi si vous voulez poser donc. Bonsoir. Bonsoir. Je suis Blaise Minoche, étudiante en assistance administrative en première année à la HTI. Pour la bonne marche d'une entreprise, qu'est-ce qu'il nous faut en termes de formation? Pour la bonne marche d'une entreprise, en termes d'information, il vous faut d'abord un cahier registre comptable et il faut aussi un conseiller fiscal ou un comptable. Cela dépendra du contribuable. Et ce cahier, c'est très important. Vous devez passer continuellement ou journellement des écritures pour avoir de bonnes informations. Il n'y a pas d'autre? Je suis Fabiola, étudiante en assistance administrative en deuxième année. Ces informations, on peut les écrire n'importe où, je veux dire dans n'importe quel cahier. Absolument pas. Je viens de parler là, présentement, du cahier registre comptable. Il vous faut un cahier registre comptable, coté, paraphé par la DGI. Donc, vous ne pouvez pas écrire des informations dans n'importe quel cahier. Il faut que ce cahier soit coté, paraphé par la DGI, comme je viens de le dire tout à l'heure à mademoiselle, excusez-moi. Il n'y en a pas d'autres? Bonsoir. Bonsoir. Je suis Issa Mathurin, étudiante en deuxième année en assistance administrative à la HTI. Je vous félicite, Madame Caroline, pour cette belle expertise. Comment faire pour se procurer de ce cahier? Ça, c'est très important. Là, c'est encore une belle question. Pour avoir ce cahier, il faut vous rendre à la Direction générale des impôts muni de votre patente en tant que contribuable. Et le service concerné va faire le suivi, c'est-à-dire va apposer les sous. Merci. Je vous en prie. Bonsoir. Je réponds au nom de Yannick Belcher, étudiante en assistance administrative à la HTI en deuxième année. N'importe quel agent peut-il se présenter pour procéder à la vérification d'une entreprise? Vous avez bien dit, à la vérification d'une entreprise. N'importe quel agent ne peut pas le faire, mais plutôt des vérificateurs. Et ces vérificateurs doivent être munis de leur badge ainsi qu'un avis de vérification. N'importe quel agent ne peut pas le faire. Vous avez bien dit la vérification. Donc, il faut absolument avoir affaire à des vérificateurs. Merci. Je vous en prie. Bonsoir. Je suis Naomi Meïd, étudiante en comptabilité deuxième année à la HTI. Je vous remercie, Madame, pour l'exposé. Ma question est la suivante. Comment le processus de vérification s'effectue-t-il? Comment ce processus se fait ordinairement? Les vérificateurs se trouvent en contact avec le contribuable et avec son conseiller fiscal ou son comptable. Et le contribuable aura pour devoir à soumettre toutes ces informations ainsi que le cahier registre comptable pour que le travail se fasse dans l'ordre et un petit peu plus vite, si je peux le dire comme ça. Je réponds au nom de François Gustave Chama, étudiante à la HTI en sciences administratives première année. Ma question s'intitule: après le travail effectué,
Si le montant trouvé par les vérificateurs est nettement supérieur par rapport au montant que le contribuable a déjà payé à la DGI, que se passera-t-il? Bon, dans ce cas-ci, les vérificateurs auront à déceler immédiatement que le contribuable a fait une avance d'impôt, même que le contribuable n'a pas payé l'intégralité du montant qu'il devait payer. De ce fait, le contribuable aura à payer un supplément d'impôt. Bonsoir. Je suis Guétine Bier, étudiante en secrétariat première année à la HEI. Ma question est la suivante. Au cas de refus de collaborer, que se passera-t-il? Que se passera-t-il? Que se passera-t-il? Oh, le refus. Les vérificateurs auront le devoir de soumettre un rapport au service de la vérification. Donc, afin de faire savoir aux responsables que le contribuable refuse de collaborer. Et le service en question aura à prendre des mesures qui s'imposeraient. Et puis c'est tout, vis-à-vis du contribuable. Je vous en prie. Ça a été un plaisir. Donc, on dirait qu'il n'y a pas d'autres questions, mais moi, je suis disponible à répondre d'autres. Vous avez pigé alors? Non, pas encore. Bon, et vous avez d'autres questions? Oui. Eh bien, bon, d'accord, il n'y a pas d'autres questions. Alors, je reprends. Il y a un monsieur qui vient de me féliciter tout à l'heure, mais je ne peux pas comprendre comment il n'ose même pas poser une question. Donc, vous n'avez pas de question à poser? Non, madame, ça arrive. Mais... Donc, vous n'avez qu'à me féliciter. Vous êtes super. Donc, ça a été un plaisir. À la plus prochaine. Merci. Merci, madame. Bonsoir les filles. Bonsoir monsieur Laporte. Comment allez-vous? Bien, merci et vous? Je vais divinement bien. Comme c'était annoncé depuis la semaine dernière, aujourd'hui nous allons parler des expressions latines du français. Pour aborder ce sujet, les expressions latines du français, il est question de faire un rappel pour vous, parce que je me souviens vous avoir déjà parlé de ce qu'on appelle l'origine, autrement dit l'étymologie. Et je me souviens vous avoir dit que la langue française n'a pas toujours été existée. Donc cette langue a vu le jour. Eh bien, dans la langue française, il y a deux choses à ne pas rater. C'est ce qu'on appelle le fond primitif et les mots empruntés. C'est-à-dire, lorsqu'on considère la langue française, on va trouver deux grandes catégories de mots. Premièrement, le fond primitif et deuxièmement, les mots empruntés. Maintenant, le français, à l'origine, pour sa formation, avait comme mots des mots celtiques, des mots gaulois et des mots germaniques. Il y a un problème qui s'était posé, c'était avec les écrivains et les lettrés. Quand il s'agit de produire, il s'était posé un problème de lexique. Donc les lettrés et les écrivains se voyaient dans l'obligation d'avoir recours à ce qu'on appelle le latin pour élargir le champ lexical. C'est ainsi qu'ils ont procédé à ce qu'on appelle la formation des nouveaux mots. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, les savants et les lettrés se voyaient obligés de franciser les mots latins. Par exemple, si on prend un mot comme germinatio, eh bien, ce mot, c'est un mot latin. On a transformé germinatio pour nous donner le mot français germination. Donc, c'est ce qu'on appelle la formation
savante. Donc, il y a un autre aspect, c'est que dans la transformation, cela peut arriver que même mot latin possède deux définitions différentes. Exemple, si on prend hospitaler, hospitaler c'est un mot latin, mais ce même mot latin a deux définitions différentes. Premièrement, on tire de hospitaler le mot hôtel, et deuxièmement, on peut parler de hôpital. De hospitaler, on tire deux mots. Premièrement, hôtel, et deuxièmement, hôpital. Maintenant, quand on fait face à ce genre de mots, on dit ici qu'on a un doublet. C'est un doublet. Donc, le doublet, c'est quoi? C'est un mot latin qui a deux définitions différentes. Premièrement, hospitaler, c'est le mot latin. Ça donne hôtel. Ça donne également hôpital. Selon ici qu'il s'agit de la formation populaire et selon ici qu'il s'agit de la formation savante. L'essentiel, ce n'est pas de m'éterniser sur la transformation des mots latins en des mots français, mais c'est de vous orienter vers. Il est vrai que la majorité des mots ont été transformés par les savants et les lettrés pour avoir des mots nouveaux, des mots francisés, mais il y a également une pléiade de mots latins qui n'ont pas été modifiés par les savants. C'est pourquoi aujourd'hui il est question de vous parler des expressions latines du français. Tout comme vous savez, dans la langue française, il y a ce qu'on appelle les emprunts. On a emprunté des mots latins, des mots anglais, des mots grecs, des mots, disons, italiens, des mots allemands. Eh bien, on a également, dans la langue française, des mots latins qui n'ont pas été modifiés ni transformés et qui ont dû avoir leur acceptation dans la langue française telle qu'ils ont été. Un exemple. Si on prend le mot alter ego. Ici, alter ego, c'est un mot latin. Mais aujourd'hui, on utilise alter ego comme étant du français. Alter ego, cela veut dire un autre moi-même. Alter ego, cela veut dire un autre moi-même. Maintenant, dans quel contexte on peut utiliser alter ego? On peut le faire dans le cadre de l'administration, parce qu'un alter ego, c'est une personne à qui on fait confiance, une personne qui peut prendre des décisions en l'absence d'un personnel. Je peux dire à M. Gabriel est mon alter ego. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui peut me remplacer. Si vous avez vu M. Gabriel, pas besoin de le voir. Deuxièmement, on peut utiliser alter ego dans le sens de l'amitié. Cela veut dire quoi? Je veux dire André est mon alter ego. Cela veut dire que moi et André, nous sommes de très très bons amis. Il n'y a pas que alter ego. On peut citer un mot comme grosso modo. Pour la plupart, le mot grosso modo était vu comme un créolisme. Laissez-moi vous dire aujourd'hui que grosso modo ne fait pas partie du créolisme, mais c'est un mot latin qui n'a pas été transformé. Et quand on dit grosso modo, cela veut dire également, en gros, c'est-à-dire sans donner de détails. Je veux dire, il a présenté un plan en grosso modo. Il a présenté un plan en grosso modo, c'est-à-dire sans donner de détails. Donc, grosso modo, s'il vous plaît, n'est pas un créolisme, mais c'est un mot d'origine latine. Il n'y a pas seulement alma mater et alter ego et grosso modo. On peut citer autres thèmes venant du latin, comme sine die. Sine die, cela veut dire
sans jour fixé. Sine die veut dire sans jour fixé. Dans quel contexte on peut utiliser sine die? Un exemple. Une rencontre était projetée. Malheureusement, il y a des inconvénients et on ne peut pas tenir. Mais le problème est que on a renvoyé la rencontre, mais on n'a pas fixé de nouvelle date où ça tenait. Alors, je peux dire que la rencontre a été renvoyée sine die. Comme cela faisait la une des actualités dans les journaux, on a dit les élections étaient renvoyées sine die. Donc, sine die, cela veut dire sans jour fixé. Il y a toute une panoplie de mots qui font partie aujourd'hui de la langue française, mais qui sont directement des mots latins. Donc, je tiens aujourd'hui à vous mettre au courant et à être conscient également de ces mots, mais le plus important, c'est d'être à même à les utiliser, à les employer dans des phrases et surtout dans leur contexte. S'il y a une question, je le prends maintenant. Merci, M. Laporte, pour votre exposé. Je réponds au nom de Claire Géroud, étudiante en comptabilité informatisée à la première année. Je veux savoir, c'est quoi le fonds primitif? Tout à l'heure, j'ai parlé de fonds primitif. Merci pour la question, c'est une excellente question. Le fonds primitif, ce sont l'ensemble des mots qui existaient avant. Comme je disais tout à l'heure, la langue française n'a pas toujours existé. La langue a toujours. Maintenant, pour démarrer la langue française, il y avait des mots anciens. Par exemple, des mots tirant de la langue des Gaulois. Comme je l'ai cité tout à l'heure, on a parlé du germanique, du celtique, également du latin. Donc, les mots latins, les mots du celtique et du germanique constituent ce qu'on appelle le fonds primitif. L'ensemble des richesses qui étaient disponibles pour accéder, ou du moins pour démarrer la langue française. Merci, M. Laporte, pour votre exposé. Je réponds au nom de René Charline, étudiante en secrétariat en première année. Je voudrais savoir, est-ce qu'il existe une particularité dans l'insertion de mots latins non précisés dans un texte? Merci Charline pour votre question. Excellente question. Disons oui, surtout quand il s'agit d'écrire les mots latins. Si on doit dactylographier ici, parce que les mots latins du français sont vus également comme un mot en pointu. Par conséquent, quand on écrit ça, il faut mettre ça en italique. On met ça en italique. Donc, si on a fait avec son ordinateur portable, ça va vous donner moyen de faire ça. Mais quand on parle d'italique, regardez ici, j'ai écrit sine die. Mais quand il faut mettre sine die en italique, on doit pencher comme ça. Donc, on met ça en italique pour montrer que c'est un mot en pointu. Merci. Avant de vous laisser, je tiens à vous rappeler qu'aujourd'hui, on a parlé des expressions latines du français. Eh bien, on a dit qu'il y a différence entre doublets. Un doublet, c'est un mot latin qui a deux significations. Exemple, hospitalier donne le mot hôtel, ça donne également le mot hôpital. Maintenant, on a dit que aujourd'hui, il y a une pléiade de mots latins qui trouvent leur acceptation dans la langue française sans être francisés. Exemple, on a parlé de alter ego, grosso modo, sine die. Eh bien, le rendez-vous est cassé, disons, pour la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, on ne va pas retourner sur les expressions latines du français, mais on va pousser sur les différents types de phrases. Le plaisir a été au rendez-vous du travail avec vous. Merci, à la prochaine. Chers téléspectateurs, téléspectatrices, nous allons entamer maintenant avec nos prochaines formations avec M. Sénéchal James dans les gallicismes.
Bonsoir, monsieur Sénéchal. Comment allez-vous? Bien, merci, et vous? Ça va bien, merci. Cet après-midi, on va voir un excellent chapitre qui est axé sur les gallicismes. Vous savez, les gallicismes sont des mots, des expressions propres à la langue française. Chaque langue a des mots qui lui est propre. Chaque langue a des expressions qui lui est propre. Et bien, les expressions qui sont propres à la langue française, on les appelle normalement des gallicismes. Des mots, des expressions qui sont propres à la langue française. Mais il existe deux types de gallicismes. Les gallicismes de construction et le gallicisme de figure. Les gallicismes de construction sont de très courtes expressions permettant de construire des phrases correctes. C'est pourquoi on dit gallicisme de construction. Si l'on dit par exemple « il y a », il y a est un gallicisme de construction. Parce que ce n'est pas fini. Quand je dis il y a, c'est pas fini, la phrase n'est pas achevée. Si je vous dis il y a, vous allez dire il y a quoi, monsieur? Je vous dis c'est moi qui. C'est pas fini non plus. Donc c'est pourquoi on dit que ce sont des gallicismes de construction. Quant au gallicisme de figure, ce sont des expressions propres à la langue française, des expressions idiomatiques bien entendu. Vous savez, si l'expression ne peut être traduite mot après mot, on dit que c'est une expression idiomatique. Et si c'est une expression idiomatique, j'ai bien dit, c'est un gallicisme de figure. Je vous dis par exemple, avoir du pain sur la planche. Vous connaissez cette expression? Bien. Et cette expression a pour quelle signification? Vous avez quoi? Je vous dis, j'ai du pain sur la planche. Ok, beaucoup de choses à faire, bien sûr. Mais attention, il faut faire très attention à cette expression. Cette expression peut être utilisée si le travail n'est pas encore commencé. Si vous commencez à travailler, pas la peine de dire « j'ai du pain sur la planche ». Mais si, en venant travailler comme ça, quelqu'un vous pose une question, vous pouvez dire à ce moment-là « j'ai du pain sur la planche ». Vous voyez, avoir du pain sur la planche. Avoir veut dire quoi encore? C'est posséder. Du pain sur quoi? Sur la planche. Cette expression ne peut être traduite mot à mot. C'est pourquoi on dit que c'est une expression idiomatique. Et si c'est une expression idiomatique, c'est un gallicisme de figure. Je vous dis, il fait un temps de chien. Le terme chien n'est pas pris dans son sens propre. Le terme chien est pris dans son sens figuré. Donc, s'il est pris dans son sens figuré, alors là, j'utilise une expression idiomatique. C'est pourquoi on dit que c'est aussi un gallicisme de figure. Donc, pourquoi dit-on il s'agit de gallicisme? Parce que, bien entendu, on trouve ces expressions, on trouve ces mots uniquement dans la langue française. On peut avoir la traduction de « il y a » dans une autre langue, en anglais, en espagnol. On peut avoir la traduction de « c'est moi qui » dans une autre langue. Mais si vous êtes en vacances, par exemple, vous êtes à l'étranger, et que quelqu'un dit « il y a », alors là, vous allez dire rapidement « ah, c'est quelqu'un qui sait parler français ». Parce qu'il y a est propre à la langue française. Mais il y a est un gallicisme de construction, parce que ce n'est pas fini, j'ai bien dit. Si ce n'est pas fini, c'est un gallicisme de construction. Alors je ne sais pas si vous avez des questions à me poser. Merci, Monsieur Sénéchal. Je réponds au nom de Cécile Barbara, étudiante en secrétariat, première année. J'aimerais savoir comment peut-on établir la différence entre les gallicismes de construction et les gallicismes de figure. C'est très facile. Les gallicismes de construction, on dit que ce sont de très courtes expressions permettant de construire des phrases correctes. Parce que quand on dit « il y a », la phrase n'est pas achevée. Il y a quoi? Quand on dit « c'est moi qui », c'est pas achevé. C'est moi qui suis le professeur, par exemple, c'est moi qui suis le dirigeant, je ne sais pas. Alors que les gallicismes de figure, ce sont des expressions idiomatiques, ce sont des phrases correctes. Mais quand on dit des expressions idiomatiques françaises, c'est pour vous dire que ces expressions ne peuvent être traduites mot après mot. Quand on dit, par exemple, avoir du pain sur la planche, avoir veut dire posséder, du pain, posséder quoi? Du pain.
Sur quoi? Sur la planche. Alors, ce que cette expression veut dire, j'ai beaucoup de choses à faire, j'ai du travail. Et j'ai bien dit au départ, si le travail est déjà commencé, pas la peine d'utiliser cette expression. L'autre expression, on dit carrément, il fait un temps de chien. Ici, le terme chien n'est pas pris dans ce sens propre. Le terme chien est pris dans ce sens figuré. C'est une expression idiomatique. Et si c'est une expression idiomatique, c'est un gallicisme de figure. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions à me poser. Mes remerciements à vous, monsieur, pour votre exposé. On me nomme Louis Naftali, étudiante en assistance administrative. Je voulais savoir, monsieur, comment peut-on identifier un gallicisme de figure? Vous construisez tous les jours des phrases. Alors, si vous pouvez mettre en évidence une expression idiomatique, on dit que c'est un gallicisme de figure. Alors que, si vous dites il y a, c'est moi qui, c'est vous qui, alors là, il s'agit d'un gallicisme de construction parce que la phrase n'est pas achevée. C'est ce que je viens de dire. Alors, mes amis, vous savez, la langue française est une très belle langue. C'est l'une des 3 langues les plus précises du monde. Et moi, j'aime dire ça. Ce sont toutes les règles grammaticales qui font sa beauté. Je vous encourage à apprendre encore mieux le français. Madame, monsieur, à la prochaine. Et maintenant, chers téléspectateurs, nous allons enchaîner avec nos étudiantes en hôtellerie et tourisme. Nous allons voir ce qu'elles nous ont préparé pour aujourd'hui. Qu'avez-vous préparé pour aujourd'hui? Bonsoir, je suis Claudine Spier, étudiante en hôtellerie et tourisme. Comme vous pouvez le voir, on a préparé beaucoup de choses aujourd'hui. Pour la pâtisserie, on a préparé des crèmes pâtissières aux tartelettes et ensuite on a préparé des barquettes aux prunes, des gâteaux au fur renversé et cornets au spam. Et pour la cuisine, on a préparé des poulets rôtis, ensuite des bananes frites, de la sauce vinaigrette et puis c'est tout. Alors, quels sont les ingrédients que vous avez utilisés pour préparer tous ces plats? Pour le gâteau, je vais faire place avec ma camarade de classe, Jenny, qui va vous expliquer de faute en faute. Bonsoir. Pour le gâteau, nous avons utilisé de l'ananas, des cerises, des raisins séchés. On a utilisé aussi de la farine. On a utilisé de la farine, du poudre à levure, ensuite du sucre. C'est simple. Alors, et pour le poulet, vous n'avez rien dit concernant le poulet? Bonsoir, je réponds au nom de Noxy Samantha, étudiante en hôtellerie et tourisme. Pour les préparatifs du poulet rôti, pour les ingrédients alors, on a utilisé les tomates salades, les oignons, les poivrons verts et rouges. Chers téléspectateurs, téléspectatrices, maintenant je vous présente la chanteuse d'aujourd'hui, Chama. Bonsoir Chama. Bonsoir Willy. Comment vas-tu Chama? Très bien, beaucoup. Tu es très belle Chama. Merci. Quel chant que tu vas chanter aujourd'hui? Alors aujourd'hui je vais interpréter une chanson de Ruchel qui t'aime crier. Ruchel qui t'aime crier. Chers téléspectateurs, téléspectatrices, Chama va vous chanter Ruchel qui t'aime crier.
Voilà, amis téléspectateurs, téléspectatrices, fans inconditionnels de Espace Éducatif. Il faut dire que les étudiants de la HTI ne sont pas venus ici seulement pour apprendre, mais aussi ils ont des talents personnels. Chers téléspectateurs, je laisse à Sabine Saint-Sauveur de nous présenter une étudiante qui va nous apporter un morceau de danse. Eh bien oui, Kervin, nous allons accueillir une étudiante en première année secrétariat à la HTI, répond au nom de Télismon Berlin. Bonsoir Télismon. Bonsoir Sabine, bonsoir Kervin. Bonsoir Télismon. À quel âge as-tu commencé à danser? 6 ans. Merci. D'accord, merci. Je t'appelle en souffle tout bon. Accélère.
fait pas la pomme, non. Papa c'est trahi, t'es dans misère. Maman, papa te dit, joue à la, joue à la. Sans mime yo te dit, joue à la. Ti chéri me te dit, joue à la. Jodi ya wap souki, deme ou kase le tande. Jodi a m'a réjoui, m'a célébré, célébré. T'es dans souffrance calamité a fait briser. Papa c'est trahi, t'es dans misère. Maman papa me dit, joue à la, joue à la. Sans mime yo te dit, joue à la. Ti chéri me te dit, joue à la. Jodi a wap souffri, deme ou kase le tande. Eh bien, amis téléspectateurs, le temps est venu de vous dire au revoir. Mais juste avant,
Alors, si vous êtes à peine branché, je dois vous dire que c'est l'émission Espace Éducatif qui passe sur vos petits écrans chaque dimanche à 5h PM et reprise lundi 7h AM. Et je vous rappelle aussi que cette belle émission tourne à la HTI, l'école qui patronne cette émission. Et je vous rappelle qu'il y a une formation qui se fait ici. C'est gratuite chaque samedi 4h PM. Si vous êtes intéressé, je vous attends. Il faut venir pour savoir comment faire de l'argent pour sortir de cette misère noire que vous vivez dans ce pays. Eh bien, je vous dis au revoir et à la prochaine. Bye bye.